Donc toi, tu es en 2014, tu as Séduction Academy qui marche bien, et tu décides donc du coup de mettre à fond là-dessus pendant 1 an, 2 ans. À partir de quand en fait tu commences à faire le switch vers Marketing Mania et pour quelle raison? Donc, j'ai bossé sur Séduction Academy pendant un moment et j'avais toujours eu cette idée, en fait, quand j'avais commencé le site, bon, j'avais cette idée qui est partagée par beaucoup de gens qui débutent, c'est-à-dire que tu estimes largement la difficulté de ce que tu es en train de faire. Et j'ai toujours cette idée que Séduction Academy, ce serait juste mon premier site et que j'allais faire différents business et que j'allais construire, différents business en parallèle. En fait, il s'avère qu'avoir différents business en parallèle qui marchent, c'est très difficile. Déjà, c'est difficile d'avoir un truc qui fonctionne. C'est très compliqué de te dire, ouais, je vais créer 4, 5 sites et ça va fonctionner. Mais c'est vraiment l'idée que j'avais au départ. Donc, je voulais pouvoir faire différentes choses. Et au bout d'un moment, le problème de la séduction, je dirais, c'est que il y a un marché que sur les débutants. Donc, c'est-à-dire les gens qui veulent vraiment s'intéresser à ce domaine, c'est les gens qui ont vraiment, ils savent vraiment pas quoi dire dans un rendez-vous, ils savent vraiment pas quoi dire quand ils rencontrent quelqu'un, ils ont vraiment des difficultés, tu vois. Mais dès que tu peux aider les gens à passer ce niveau 1 et à pouvoir un petit peu se débrouiller, au final, ils ont plus besoin de toi. Il n'y a pas autant de marché sur les gens un peu plus avancés. Ou alors, ça devient vraiment un truc chelou, tu vois. C'est vraiment un truc de coucher avec le maximum de monde possible. Mais tu prends une personne normale, une fois qu'elle a dépassé ce niveau où elle est vraiment super anxieuse, etc., super bloquée, au final, il y a plus trop. Et on avait essayé de faire des programmes plus avancés sur le couple, etc. Et au final, ça marchait pas si bien que ça. Et le gros du marché était sur les débutants. Donc, au final, tu te retrouves beaucoup à parler à répondre aux mêmes questions. Tu vois, c'est quoi les meilleures phrases d'approche, etc. Donc, évidemment, je sentais qu'il y avait un peu une limite là-dessus et j'en étais un peu lassé. Donc, je me suis dit, en fait, j'ai 2 options. Option numéro 1, soit je crée un site de développement personnel plus large et j'ai vraiment réfléchi à ça très longuement de faire un truc de développement personnel plus large. Soit en ayant un truc en parallèle de Séduction Academy, soit en fait en changeant le domaine Séduction Academy, en faisant un truc plus gros, ce que je pense que j'aurais fait au final parce que la personne qui m'avait le plus inspiré dans le domaine de la séduction, c'est un mec qui s'appelle Mark Manson, c'est un Américain. Et à l'origine, Mark Manson, il avait un domaine qui s'appelle Practical Pickup. Donc, pickup, en anglais, ça correspond vraiment à ce truc de séduction, rencontrer des filles, etc. Qu'il avait ensuite changé sur un site qui s'appelle Post Masculine, donc un truc vraiment plus développement personnel pour les hommes, qu'il avait ensuite changé sur markmanson.net, qui était vraiment développement personnel plus généraliste. Et maintenant, il a écrit un livre qui s'appelle Subtle Art of Not Giving a Fuck, en français, L'art subtil de s'en foutre, qui est en fait le plus gros best-seller, il me semble, de l'année 2017 dans la catégorie non-fiction. Donc, en fait, c'est un mec qui était vraiment très séduction et qui s'est élargi par processus successifs jusqu'à être devenu une des personnalités de développement personnel les plus connues aux États-Unis. Et comme moi, j'avais beaucoup suivi ce mec et j'avais beaucoup été inspiré par lui, je l'avais rencontré aussi parce que il faisait aussi partie de cette même communauté. Je l'avais rencontré à Bangkok une fois. Je me suis dit peut-être que je vais faire la même chose et je vais essayer de m'élargir sur des domaines de développement personnel plus large, pouvoir parler de beaucoup plus de choses et pas me retrouver dans 5 ans à reposer la question de c'est quoi la meilleure phase d'approche, tu vois, parce que je me projetais déjà un peu là-dedans. Deuxième option, c'était de travailler sur d'autres projets. Donc, j'étais un peu entre les deux là-dessus. Et en fait, pendant cette période où j'étais un peu entre les deux, un pote que j'avais m'avait proposé de travailler avec lui sur un projet qui était un projet de pub Facebook. Donc, en fait, eux, ils faisaient du référencement, ils avaient des clients dans ce domaine-là et ils avaient l'idée que s'ils pouvaient faire du retargeting pour ce client, ça allait les aider à capturer plus de prospects. Et en fait, comme moi, ils me connaissaient comme étant quelqu'un qui réfléchissait beaucoup à ces histoires de taux de conversion, ils me disent, ça t'intéresserait pas de travailler là-dessus. Je me dis, tiens, ouais, c'est intéressant, ça permet de faire un peu de pub Facebook, c'est un domaine qui m'intéressait, que je pouvais pas exploiter trop dans la séduction, parce que dans la séduction, dès que je faisais des campagnes Facebook, tes comptes allaient systématiquement être bloqués, en fait. C'est des histoires de politique interne de Facebook. Quoi que tu fasses essentiellement dans la séduction, tu es toujours sur un truc un peu touchy. Donc, essentiellement, tu ne pouvais pas trop faire de pub Facebook. Par contre, j'avais Spot qui arrivait avec un truc dans un domaine totalement différent. Moi, j'avais un peu marre de répondre aux mêmes questions. Je me suis dit, tiens, de toute façon, j'ai un peu de temps. Le truc que j'avais fonctionnait plus ou moins tout seul. Bon, il fallait alimenter pour créer des nouveaux programmes, etc. Mais sur ce qui était là, ça m'a fonctionné. Donc, j'ai fait de la pub Facebook avec eux, en fait. Et comme ça a bien fonctionné, et que j'avais cette idée de peut-être que je pourrais faire un truc dans le marketing, et je me suis dit, je vais faire un truc lié à la pub Facebook. Donc, en fait, une fois qu'on avait ces clients qui fonctionnaient grâce à mon pote, j'étais moi à trouver mes propres clients. Et la première itération de Marketing Mania, c'était ça, c'était une agence de pub Facebook.
D'accord. Donc du coup, en fait, tu t'es passé de, d'un modèle où tu étais infopreneur à un modèle où tu voulais vraiment faire un logiciel ou carrément du service. C'était C'est du service. Je voulais faire une agence, je voulais faire un système productisé. J'avais même commencé à recruter des gens pour gérer les campagnes avec moi. Donc voilà, je voulais avoir un système où on avait une offre depuis Facebook. J'allais mettre en place tous les systèmes marketing que je connaissais pour faire entrer des clients et derrière mettre en place un système euh, de procédures, etc., pour pouvoir gérer les campagnes et pour pouvoir construire une agence qui pouvait être scalable. C'était d'accord. l'idée. Après, il y a eu l'exécution qui était encore une affaire différente. D'accord. Bah, justement, on va en parler de l'exécution parce que j'évoquais le logiciel parce que je me souviens avoir vu que tu avais voulu créer un logiciel autour de la publicité. Donc là, Ouais. on était vers où? On était vers fin 2015 ou début Ouais, 2015? là, on est 2015. De- 2015, je commence à bosser avec mon pote et à partir de septembre 2015, je me suis sérieusement focalisé sur le fait d'acquérir des clients sur la pub Facebook. D'accord. Et donc ça dure jusqu'en 2016 à peu près ou combien de temps Hmm. ça dure? Ça dure environ un an avec un changement de stratégie au milieu. Mais ça dure environ un an et en fait, c'est en 2016 que j'ai sorti la première formation sur Marketing Mania. D'accord. Mais pendant toute cette période, je m'étais vraiment focalisé sur la pub Facebook. C'est à l'époque où j'ai commencé mon podcast, mi-2015. C'est à l'époque où j'ai écrit quelques articles, je faisais pas mal d'articles invités, etc. Tu vois, j'ai commencé à développer mon contenu. L'idée pour moi, c'était que le contenu, ça va pas décoller du jour au lendemain. J'avais déjà l'expérience de l'avoir fait avant. Donc l'idée, c'était que j'allais au départ faire beaucoup de prospection pour trouver mes clients, en parallèle construire du contenu, avec dans l'idée que sur le long terme, le contenu allait grossir, allait prendre, et allait commencer à apporter beaucoup de prospects. Ce qui au final est exactement ce qui s'est passé. C'est même passé plus rapidement que ce que j'avais prévu parce que tout début 2016, j'ai sorti la première version de mon guide de la pub Facebook qui se trouve à l'adresse guidefb.com. Et en fait, c'est un contenu qui est devenu viral et qui m'avait rapporté plusieurs milliers, je crois, 6000 abonnés sur ma liste email en 2 semaines ou un truc comme ça et qui continuait d'être partagé en fait. Et encore aujourd'hui, il continue d'être partagé énormément. Et en fait, du coup, ça m'a apporté beaucoup de prospects via le contenu à partir de ce moment-là. Mais j'avais prévu que ça allait prendre un peu plus de temps. Là, j'ai eu un peu un coup d'accélérateur là-dessus. Mais au départ, je faisais beaucoup de prospection pour faire rentrer ces clients avec la stratégie de contenu en me disant que le contenu allait prendre sur tu as un horizon d'un an, mettons 6 mois, un an, que ça allait prendre. Et au final, c'est ce qui s'était passé. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a déclenché le switch entre l'agence et Marketing Mania? Parce que du coup, j'en déduis que Séduction Academy, tu l'avais laissé en fait en autopilote, que Mm. tu crées ton agence donc de 2015 jusqu'à 2007. Et 2016, tu évoques le fait que tu as créé la première formation de Marketing Mania, qui est Copy Mania ou Ouais, c'est c'est ça? Copywriting Mania. Copywriting Ouais. Ouais. Mania. Et donc, qu'est-ce qui Donc, a... retour aux sources pour moi, donc sur le copywriting. Donc, qu'est-ce qui a fait le changement? Donc, en fait, à l'origine, j'avais une idée très précise de ce que je voulais créer, qui était notamment inspirée de toute cette communauté que j'avais euh, ici, qui était un système de services productisés. Donc, je voulais vraiment pouvoir systématiser le service euh, et avoir une offre vraiment bien carrée, avec une page de vente, avec un prix. Tu vois, pas se retrouver dans le système de devoir pitcher à des clients, avoir un service bien carré. Donc je l'ai mis en place et ça fonctionnait. J'arrivais bien à trouver des nouveaux clients. J'avais derrière un bon process, ça fonctionnait. Est-ce que tu peux Le nous dire problème, ce que c'était le produit en question que tu avais productisé, enfin le service que tu avais bah, productisé? c'était un service de pub Facebook. Le truc qui était productisé, c'était que j'allais vers un type de client bien précis, qui étaient les entreprises qui proposaient des formations certifiantes à distance. Donc c'est typiquement, tu veux être esthéticienne ou tu veux pouvoir faire les ongles, etc., il te faut un diplôme qui peut être obtenu à distance avec une formation certifiante. Et en fait, il y a des entreprises comme ça, il y en a quelques dizaines en fait en France qui sont, enfin, il y a quelques dizaines de gros acteurs en fait, et ils ont des besoins très spécifiques parce que souvent ils vont avoir 20 ou 30 ou 50 différentes formations. Donc il faut créer des campagnes pour chaque truc, il faut créer des landing pages pour chaque produit, il faut créer des pubs pour chaque produit, tout tester, etc. Donc ils avaient des besoins spécifiques. Et moi j'avais, grâce à mon pote, découvert ce milieu-là et j'avais découvert que on pouvait mettre en place des process. Parce qu'en fait, ce qui est compliqué, s'ils ont 50 trucs, c'est que eux, en interne, ils pourront pas le faire parce qu'ils n'ont pas une personne qui va déployer 50 campagnes, tu vois, qui connaît rien. Mais par contre, c'est un peu toujours la même chose. Donc, en fait, ça se prête bien à avoir un process qui peut déployer les campagnes avec un process pour tester les ciblages, etc. Donc, on avait un bon process derrière. Moi, j'arrivais et je faisais, voilà,
par rapport à votre site, par rapport à votre trafic. On peut essayer de vous capturer X prospects par mois avec X tarifs et voilà comment on va être rémunéré. Donc, il y avait c'était un service du coup, mais qui était vraiment structuré. C'était pas un truc qu'on allait faire au cas par cas. Il n'y avait pas énormément de créativité qui était impliquée. Donc, l'idée de ça, c'est quoi? C'est que tu vas pouvoir, d'abord, c'est des clients, mais bien sûr, qui vont te payer de manière récurrente. Tu vas pouvoir scaler à pas mal de clients. Le problème qui va être le problème d'un consultant, c'est que tu vends ton temps, donc forcément, tu as un problème de maximisation. Ici, comme ça pouvait être facilement sous-traité avec des procédures. Et en fait, quand je t'ai parlé tout à l'heure de mon guide de la pub Facebook, en fait, ce truc-là, il existait parce que j'avais développé des procédures vachement avancées pour tout ce qui était la gestion de campagne, parce que je devais déléguer une partie des campagnes. En fait, presque toutes les campagnes. Parce que si je onboard un client et je lui fais, OK, dans une semaine, tu auras 50 campagnes qui tournent, je vais pas moi-même mettre en place 50 campagnes avec 50 landing pages, avec 50 systèmes de tracking, etc. Donc voilà, c'était l'idée. Donc avoir ce truc-là qui puisse scaler et avec l'idée de dire, voilà, à terme, on pourrait avoir 50 clients, on pourrait avoir 100 clients, on pourrait même avoir peut-être 1000 clients dans plusieurs années qui fonctionnent sur ce système qui était scalable. Et en fait, ça fonctionnait dans le sens où j'arrivais à acquérir des clients et j'arrivais derrière à déléguer les campagnes et à avoir un truc qui fonctionnait bien sans trop d'implication de ma part. Par contre, en fait, les clients demandaient plus de maintenance que je l'aurais voulu. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'appels, on peut parler de ça, parce que les clients n'étaient pas extrêmement sophistiqués. Et au lieu de lire un simple rapport que tu leur envoyais qui expliquait les chiffres, ils voulaient parler à quelqu'un. Ce qui en soi, tu vois, c'est légitime et tu peux l'inclure dans ton business model. Mais en fait, c'était souvent moi, cette personne. Donc, je devais appeler les gens au téléphone, leur vendre un truc. Bien souvent, les clients tu parlais à la responsable social media, marketing, machin, tu vois. Tu parlais rarement au boss du boss. Ils n'étaient pas vraiment passionnés. C'était juste un job pour eux. Tu vois. Pour moi, c'était ma vie, mais pour eux, c'était juste un job. Donc, tu parlais de gens qui c'était juste un job. Ils s'intéressaient vaguement aux chiffres. Ils étaient un peu paumés. Ils calculaient mal leur taux de conversion. Donc, ça fonctionnait, mais c'était vraiment beaucoup à prendre pour moi. Et au final, j'avais l'impression de passer ma vie au téléphone avec des gens qui comprenaient pas exactement leur business, leurs chiffres, qui n'étaient pas aussi sophistiqués que ça, et qu'on arrivait à leur vendre des trucs, mais que c'était un peu la galère. Donc, à partir du moment où j'ai réalisé ça, je me suis dit, si aujourd'hui c'est la galère avec 15 clients, je vais pas essayer de scaler ça, tu vois, parce que plus je scale, évidemment, moins je fais la partie qui est en soi assez intéressante, qui est l'optimisation de campagne depuis Facebook, et plus je fais de ventes. Et le gap de me dire, je vais prendre une personne à plein temps qui va faire de la vente au téléphone, que je vais devoir former à ça. À l'époque, j'avais pas du tout, je pense, l'expérience et la maturité de pouvoir former une personne sur un truc aussi critique que la vente au téléphone, la gestion de l'ensemble de mon portfolio client. Et j'avais pas non plus forcément le cash flow de me dire on va prendre une personne pour faire ça. Donc j'avais un peu le cul entre deux chaises de me dire est-ce que je vais vraiment continuer à souffrir pour faire ce gap et essayer de voir si plus tard je peux pas déléguer ça ou est-ce que je vais pivoter dans une autre direction. Et donc en fait j'avais tellement marre de faire ça que je me suis dit je vais pivoter dans une autre direction. Je vais prendre moins de clients, mais je vais prendre uniquement des clients avec qui ça m'intéresse de travailler. Donc, des entrepreneurs, des gens avec qui j'ai un bon feeling. Et tout d'un coup, mon business est devenu beaucoup plus agréable à gérer parce que je parlais uniquement des entrepreneurs, des gens qui avaient des projets intéressants, des gens qui savaient lire leurs chiffres et qui n'avaient pas besoin que je les appelle tous les 2 semaines pour les rassurer. Par contre, en faisant ça, j'ai abandonné l'idée que mon business pouvait être scalable et monter cette grosse agence. Donc, en fait, c'était plus vraiment ce que je voulais faire. Mais par contre, c'était plus facile à gérer. Donc, j'étais un peu dans un entre-deux. Et ça, c'était vraiment le début 2016. J'étais un peu dans un entre-deux où je faisais ce truc-là de la pub Facebook et ça rapportait bien. Mais je pouvais pas le scaler plus parce que j'avais déjà plus en fait de prospects qui me venaient, notamment à cause du guide de la pub Facebook que je pouvais en tirer. Et j'avais plus forcément vocation à sous-traiter les trucs et à essayer de monter cette grosse agence parce que j'ai découvert que c'était pas ce qui me plaisait de passer ma vie au téléphone à parler à des clients et essayer de vendre des trucs. Et donc, naturellement, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'ai commencé à faire entrer des prospects avec mon contenu et les gens me parlaient de tu voudrais pas faire une formation sur ci, sur ça, sur les conversions. Je faisais beaucoup de contenu sur les conversions, sur l'optimisation des conversions, sur les biais cognitifs. J'avais fait plusieurs podcasts sur les biais cognitifs, la persuasion. Donc, j'avais un intérêt autour de ça. J'étais pas sûr que ma liste email était suffisamment grosse pour pouvoir justifier de pivoter sur les formations. Donc, j'ai fait une pré-vente sur ma formation sur le copywriting qui s'est bien vendue.
j'ai plus les chiffres en tête, mais c'était un truc comme un truc de l'ordre de 10 000 euros, tu vois, sur une prévente. Donc en soi, c'était pas énorme, mais c'était quand même une validation, surtout que ma liste email à l'époque était pas énorme. Parce que je t'ai dit tout à l'heure 6 000 prospects, mais en fait, je pense que quand je t'ai dit 6 000 prospects, c'était sur une période de temps beaucoup plus allongée. Je suis sûr qu'à l'époque, j'avais pas 6 000 prospects sur ma liste email, tu vois. 6 000 prospects, c'était peut-être sur la première année. En y repensant, je n'étais pas 6 000 prospects en une semaine, mais en une semaine, ça a vraiment rapporté plusieurs centaines de personnes. Bref. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais peut-être tester ça en pré-vente. Mais vraiment, je me souviens qu'à l'époque, j'avais un niveau de confiance dans ce projet qui était relativement bas. Et surtout, j'étais pas sûr de vouloir faire des formations sur le marketing parce que c'était un domaine où j'avais une mauvaise appréhension, tu vois, sur ce domaine-là. C'était un domaine où je voyais beaucoup de gens qui vendaient vraiment des trucs à la con, vendeurs de rêves. Vous allez devenir riche rapidement. J'avais pas du tout envie de faire ça. Je me sentais pas obligé de le faire parce que j'avais quand même d'autres business qui poussaient. Je me dis, je pourrais toujours faire autre chose, tu vois. Donc, j'avais pas forcément envie de le faire. Donc, je me suis dit, je vais faire le truc le plus pointu, la compétence la plus technique que je peux faire en dehors de la pub Facebook, que j'avais déjà fait gratuitement. Et donc, je vais faire le copywriting. Et donc, la promesse, c'est pas du tout, vous allez devenir riche, vous allez monter un business. C'est vraiment, je vais t'apprendre les mécanismes, les rouages du copywriting. On va faire des études de cas, on va rentrer dans les détails. Et je vais voir si ça intéresse des gens. Tu vois, si cette approche-là intéresse des gens. Et au final, ça s'était vendu. Et après, j'ai fait la formation et j'ai beaucoup pris de plaisir à la faire. Et j'ai rempli les préventes essentiellement. Maintenant que j'avais rempli les préventes, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je refais pas mal de pubs Facebook ou non? Mais comme ce truc-là de la formation a l'air de fonctionner, ce que je vais faire, c'est je vais essayer de trouver beaucoup plus de prospects pour cette formation sur le copywriting. Et c'est à ce moment-là que j'ai lancé pour de vrai, parce que j'avais déjà fait quelques vidéos tests, mais j'ai lancé pour de vrai la chaîne YouTube Marketing Mania avec des vidéos sur l'analyse de vidéos de vente, de pages de vente, etc., qui étaient en fait là pour générer des prospects pour la formation copywriting. Et là, toutes les pièces du puzzle étaient en place pour ce que Marketing Mania est aujourd'hui, c'est-à-dire principalement la chaîne YouTube, le podcast qui date même d'avant et les formations. D'accord. Donc en fait, donc en 2016, tu te rends compte que ton agence peut pas scaler parce qu'en fait c'est un modèle c'est un modèle qui est intéressant, mais si tu as une typologie de clients qui est sympa avec laquelle tu aimes bien travailler, et là tu te rendais compte qu'en fait la niche que toi tu avais choisie n'était pas forcément celle qui était la plus sophistiquée, la plus engagée, en tout cas passionnée par son business. Et c'est marrant parce que je suis pas mal Sam Ovens aux États-Unis et en fait il a eu le même problème. Lui à la base il targetait les plombiers et tu vois il leur apportait des prospects c'était pour les pannes de chaudière je crois ou un truc comme ça. Donc du coup il y avait plus d'eau chaude, donc du coup c'était vachement intéressant pour les plombiers parce que c'était facile à réparer et ça se facturait cher. Et le client il y avait une dimension d'urgence assez forte. Et donc, en fait, quand ça marchait bien, mais en fait, ils s'en foutaient, quoi, les plombiers. Ils n'étaient pas dans le délire d'optimisation. Donc, du coup, ça l'avait déçu. Et donc, c'est pour ça qu'il est passé sur d'autres niches après. Salut, c'est Stan. J'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.